Donc que l'État nous a sauvé la vie, que la collectivité nous a sauvé la vie. Et donc, de ce point de vue-là, il faut vraiment prendre conscience de cette difficulté et de ce dilemme. Alors, pour essayer de le décrire un peu plus précisément, ce dilemme, je crois qu'il faut distinguer au sein de la démocratie 3 niveaux de décision. Il y a 3 types de décisions que l'on peut voir dans un sens d'ailleurs ou dans l'autre. Premier niveau de décision, c'est ce qu'on peut appeler la décision fondamentale, fondatrice. C'est celle par laquelle un peuple se constitue comme peuple. Celle par laquelle un peuple se constitue comme peuple, et cette première décision, c'est d'une certaine façon la Constitution. La Constitution, à condition d'ajouter à cette Constitution, disons ce qu'on appelle la déclaration, enfin ce qui s'appelle la Déclaration des droits de l'homme, qu'il ne faut pas concevoir comme quelque chose qui tomberait du ciel, ou des valeurs occidentales ou chrétiennes. Cette Déclaration des droits de l'homme, c'est tout ce qui permet à un peuple d'être un peuple de la démocratie. Tout ce qui permet d'être un peuple de la démocratie, donc c'est vraiment une conception. Les droits de l'homme, c'est la condition de possibilité pour un peuple de se dire « je suis un peuple démocratique ». Donc ce ne sont pas des règles arbitraires, aléatoires, choisies comme ça, l'individualisme, la propriété privée, etc. Non, ce n'est pas des règles aléatoires, c'est si un peuple décide d'être un peuple de la démocratie, alors il doit nécessairement adopter les droits de l'homme. Condition de possibilité, en philosophie technique, on dit c'est transcendantal. Les droits de l'homme, c'est le transcendantal du peuple de la démocratie. Condition de possibilité pour qu'un peuple se dise peuple de la démocratie. Donc, c'est la première décision, elle est essentielle. Sommes-nous un peuple? Voilà. Voulons-nous vivre en commun? Pas simplement ensemble, hein, en commun, avec un projet commun. Voulons-nous donc, pour reprendre les éléments que j'avais donnés dans les premières séances précédentes, voulons-nous vivre ensemble, vouloir vivre ensemble et discuter ensemble de la manière dont on veut vivre ensemble. Voilà. C'est la première décision, elle est essentielle. S'il n'est pas là, ce n'est pas la peine de continuer. On est bien d'accord. Première décision. Deuxième décision, celle par laquelle ces représentants, les représentants de ce peuple, s'accordent sur les règles générales de la vie collective. C'est le niveau législatif, les lois. Les lois du vivre en commun. Comment veut-on vivre ensemble? Donc c'est un espace de délibération et de décision, et de reddition de comptes. Et puis troisième niveau, donc constitution, loi, le niveau qu'on appelle celui de l'exécutif, c'est-à-dire les décrets, c'est-à-dire toutes les décisions qui permettent aux gouvernants élus de piloter le navire cité, c'est-à-dire le niveau de ce qu'on appelle les décrets, la circulaire, voilà, les décisions juridiques, officielles, qui sont prises par l'exécutif pour gouverner, en fonction des circonstances, qui sont toujours variables, le peuple. Donc 3 niveaux classiques hein, en droit, constitution, la hiérarchie des normes, comme on dit, constitution, loi, législative et exécutive. Simplement, les choses se compliquent un tout petit peu, parce que vous voyez, on pourrait dire, dans cette version-là, on a une logique qui consiste à dire que la Constitution prime la loi prime le décret, et donc, d'une certaine façon, l'exécutif est soumis au législatif. Hein, l'exécutif est soumis au législatif, ce qui est en un sens juste. Donc une vision qui consiste à dire que la faculté d'exécution est toujours soumise à la souveraineté populaire, et qui prime surtout. À l'inverse, donc ça serait l'argument, disons, libéral, qui correspond à la tradition anglaise, à l'argument des Whigs. C'est le parti Whig, c'est un parti plutôt libéral qui considère qu'effectivement, il faut se méfier beaucoup du pouvoir exécutif, et que la fonction du roi, c'est vraiment d'être en bas, comme magistrat éventuel de la souveraineté populaire. Mais on peut... Alors, vous voyez, l'idée ici, c'est un État, un exécutif, qui est une menace pour la liberté. Donc il faut toujours que la liberté soit capable de contrôler le pouvoir. Pour le dire très clairement, il faut que le démos soit toujours capable de contrôler le pouvoir qui est en bas. À l'inverse, on peut défendre l'idée que le politique prime la loi. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de capacité d'exécution, toutes les lois précédentes sont sans aucun intérêt. Voilà. S'il n'y a pas la capacité d'incarner dans une situation les volontés du peuple,
constitution et loi, s'il n'y a pas la possibilité de gérer, de piloter le navire, notamment en cas de tempête, dans telle situation, voilà, ça n'a aucun sens. Et donc, on pourrait considérer à l'inverse que l'exécutif, en termes réalistes, prime sur la loi et sur la Constitution. Donc vous voyez, deux stratégies inverses, hein, soit on considère l'État est protecteur de la liberté, donc l'exécutif doit être mis tout en haut, c'est un peu la conception gaulliste, gaulienne, soit on considère que l'État est une menace pour la liberté, ce qui est la conception plus parlementaire, on serait là dans une perspective plus Troisième République. Alors, ce dilemme, il traverse toutes les républiques. Toutes les républiques, toutes les démocraties, de façon générale, il est vraiment consubstantiel. Donc, consubstantiel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une bonne solution. C'est en fonction des circonstances que l'équilibre doit être envisagé. On peut considérer que, par exemple, pour la France, à la sortie de l'épisode gaulliste, il était probable qu'il fallait remettre un peu plus de liberté pour que la France fonctionne correctement et que la dimension souverainiste était peut-être excessive. Voilà, c'était l'affaire Raymond Barre, ce qu'a fait Pompidou, puis Valéry Giscard d'Estaing, qui ont apporté un peu de libéralisme dans cette idée. On peut considérer qu'aujourd'hui, peut-être l'urgence, c'est de revenir à une position un peu plus étatiste. Ce serait une position plus républicaine. Voilà, c'est en fonction beaucoup des circonstances. Mais il y a eu deux pistes de solutions qui ont été envisagées, qui permettent de compléter le dispositif, c'est-à-dire dans un sens ou dans l'autre. Premier dispositif qui a été inauguré aux États-Unis, dans un vaste débat, le débat sur le fédéralisme, entre les fédéralistes et les antifédéralistes aux États-Unis, qui est l'image du prince apprivoisé. C'est une figure que un des auteurs des Federalist Papers, Hamilton, avait déployée contre ses amis, et néanmoins adversaires, qui étaient Jefferson et Madison. C'est l'idée qu'il défendait une position fédéraliste, un État fédéral fort par rapport aux États américains présents, l'État fédéral fort. C'est l'idée que le président américain avait vraiment été la figure incarnée de la souveraineté populaire. Donc cette image du prince apprivoisé. Pourquoi apprivoisé? Parce que ce prince, figure de la souveraineté populaire, est un prince qui doit rendre son mandat, il dure 4 ans, il ne peut pas avoir plus de 2 mandats à la suite, il est encadré par toute une série de lois. Donc il est borné, il est apprivoisé par les lois, par le Parlement, mais il a une figure d'incarnation qui reste présente. Prince apprivoisé, le président, et de ce point de vue-là, la France participe de cette logique du prince apprivoisé, beaucoup plus d'ailleurs que, peut-être même d'ailleurs les États-Unis, le pouvoir politique du président français sont supérieurs à celui du président américain, en tout cas sur le plan légal, sur le plan constitutionnel, et évidemment beaucoup plus que le chancelier allemand ou le Premier ministre anglais, une dimension d'action beaucoup plus importante chez le président de la République française. Et puis la deuxième notion qui est présente, c'est la notion d'état d'exception, d'état d'urgence, c'est-à-dire l'idée qu'il arrive dans certains moments de la vie de la démocratie, et là on peut dire que nous y sommes en plein dedans, où effectivement l'État se doit d'être protecteur, et que pour protéger les libertés, il faut parfois ponctuellement les suspendre. Vous voyez qu'on touche ici à un domaine extrêmement difficile, extrêmement complexe, qui fait l'objet de débats, mais la suspension temporaire des libertés. Alors, je cite 2 petits textes ici qui sont importants dans le contexte actuel. Le texte... pardon, il faut que je le retrouve. Oui, le texte, alors qui est un des premiers textes utilisés en France pour justifier ce qu'on appelait l'état de siège à l'époque, qui peut être l'état d'exception, l'état d'urgence, enfin, il y a toute une série de labels. Donc c'est l'exposé des motifs de la loi du 28 juillet 1849. Donc nous sommes juste après la Révolution de 1948. Donc dans un contexte, c'est un contexte républicain, et pourtant, dans ce contexte républicain, cet état de siège est évoqué, et je vous cite l'exposé des motifs qui est tout à fait clair. Donc on est dans une logique démocratique, républicaine en tout cas.
quand la société est menacée dans son existence et que la loi ordinaire devient impuissante à la protéger, et dans l'intérêt même de la loi, pour la sauver, il faut avoir le courage de la suspendre. Ou plutôt la loi elle-même, doit pouvoir prévoir, ou plutôt la loi elle-même doit prévoir les atteintes momentanées qu'elle devra subir. Et la formule est très intéressante, c'est-à-dire que la loi a intérêt d'intégrer à elle la possibilité d'être suspendue ponctuellement. S'il ne le fait pas, ça aggravera la situation et ça obligera un pouvoir exécutif de détruire la loi. Donc il vaut mieux que la loi intègre la possibilité qu'elle soit elle-même suspendue pour ne pas être détruite. L'argument est extrêmement puissant. Les mesures exceptionnelles qu'autorise la nécessité de concentrer la force publique doivent être déterminées par la loi et lui rendre hommage tout en la suspendant. C'était l'époque où les termes juridiques étaient beaux. Et lui rendre hommage tout en la suspendant. Donc il est impératif que la loi puisse prévoir la possibilité d'être suspendue parce que si elle ne le fait pas, elle risque d'être totalement détruite. Voilà la logique de l'état de siège. Et cette logique de l'état de siège, on la retrouve dans la situation actuelle. Ça a été développé en France en 1955 par une loi sur l'état d'urgence. Elle a été développée assez récemment par la loi du 5 mars 2007 qui évoque la possibilité d'un état d'urgence sanitaire. Donc d'un état d'urgence dans des cas de menaces sanitaires graves. Je cite ici l'article L3131.1 de la loi du 5 mars 2007, intitulé « Mesures d'urgence ». En cas de menaces sanitaires graves appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la Santé peut par arrêté motivé prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu. Donc c'est des mesures potentiellement très vastes avec effectivement la possibilité de suspendre potentiellement les libertés. Donc nous y sommes. Simplement, cette loi prend le soin d'utiliser le fait qu'il faut que ces mesures prises, donc n'importe lesquelles, soient, je cite, proportionnées aux risques courus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Donc c'est ça vraiment le point capital. Tout est possible, pourvu que ce soit proportionné et approprié. Et qui sera à même de juger de ce caractère proportionné et approprié, eh bien ce sera le juge ponctuellement s'il est saisi, c'est-à-dire les instances Conseil d'État, voire Conseil constitutionnel, et potentiellement après l'opération, puisque cet état d'urgence est toujours temporaire, envisagé comme temporaire, doit être reconduit, ce sera effectivement le Parlement qui évaluera si l'action a été proportionnée et appropriée. Donc cette idée d'état d'urgence, c'est, vous voyez, un moyen pour faire en sorte qu'il y ait au sein de la loi des exceptions à la loi. Encore une fois, s'il n'y avait pas au sein de la loi des exceptions à la loi, ça voudrait dire que quand il faut prendre des mesures exceptionnelles qui n'étaient pas prévues, on risquerait de détruire définitivement le système légal dans son ensemble. Et donc de promouvoir, en l'occurrence, une vraie dictature. Donc une dictature, j'utilise le terme à dessein, ponctuelle, apprivoisée, encadrée, limitée dans le temps, est préférable à une situation où la loi serait totalement et toujours respectée, parce que la loi ne peut pas tout prévoir dans sa généralité. Voilà l'idée présente dans ce concept très débattu, très controversé d'état d'exception. Et ça engagera effectivement un point que nous évoquerons dans
l'avant-dernière partie de ce cours qui va durer un peu plus, de la reddition des comptes. C'est un point évidemment capital que je développerai très en détail la prochaine fois. Donc voilà le premier élément qui permet de remettre ou de protéger la décision dans la vie démocratique. On le voit à travers ces deux figures. Le prince apprivoisé, c'est-à-dire l'idée d'une volonté générale incarnée dans un prince soumis aux lois pour une durée déterminée. Et deuxièmement, cette idée d'état d'urgence qui permet de faire en sorte que la loi prévoit ses propres exceptions. Voilà les deux éléments qui sont présents dans notre situation. J'indique ces deux points parce que, vous voyez, on a aussi tendance à contester ces éléments. On conteste le souverain, président, doté de tout plein pouvoir. On conteste par principe l'état d'exception et l'état d'urgence. Vous voyez, il y a un philosophe, à mon avis, totalement délirant, qui s'appelle Agamben, qui, lui, considère, ou même Zizek, Sloterdijk, qui a récemment écrit un texte aussi en disant voilà, qu'en fait, cette pandémie était juste l'occasion pour le pouvoir d'imposer sa puissance et de détruire les libertés définitivement. Donc on s'inscrit dans des États autoritaires. On est là dans des délires absolus qui me paraissent vraiment nocifs. C'est une vision paranoïaque du pouvoir qui est extrêmement, me semble-t-il, dangereuse parce qu'aujourd'hui, il faut retrouver de la puissance collective de décision. Ce n'est pas du côté de la menace que le pouvoir fait subir aux libertés qu'il faut aller. Dans certains contextes, c'était possible. Aujourd'hui, c'est vraiment comment redonner au pouvoir la capacité d'agir. Voilà le vrai défi des démocraties contemporaines face à des pouvoirs qui, par ailleurs, fonctionnent très très bien ailleurs, et plutôt à l'Est. Premier point. Deuxième point de cette manière de protéger la démocratie, je pense de protéger la décision en démocratie. Je ne vais pas trop insister sur ce deuxième point, mais il est crucial, c'est savoir comment redéfinir l'autorité démocratique. Il y a en démocratie souvent l'idée que la démocratie serait... il y a dans nos pays l'idée que démocratie et autorité, ça ne peut pas aller ensemble. Il y a une forme d'autorité démocratique. Cette forme d'autorité démocratique, on peut la qualifier très simplement. L'autorité, c'est le fait d'être augmenté. Un pouvoir ou un argument sont augmentés par une substance mystérieuse qui fait que ce pouvoir peut durer plus longtemps, s'imposer à tous, ou cet argument peut valoir ce qu'on appelle d'ailleurs un argument d'autorité. Un argument d'autorité, c'est un argument qui n'a pas besoin d'être argumenté. Eh bien, ce qui caractérise la démocratie, c'est que l'autorité ne cherche pas un augmentateur à l'extérieur d'elle-même, dans le passé, dans le cosmos ou dans le divin, mais l'augmentateur vient de l'humanité elle-même, du peuple lui-même. C'est-à-dire que le peuple décide d'augmenter un pouvoir pour pouvoir assurer justement l'ordre collectif. Donc l'augmentateur, l'autorité, vient du peuple lui-même qui décide en toute conscience, sans idée magique, que telle ou telle personne sera augmentée pour exercer le pouvoir. Et quand ce pouvoir, cette autorité est reconnue par la loi, on appelle ça la légitimité. Donc la légitimité, c'est une autorité établie par la loi et protégée comme telle de la contestation. Pas de la critique. Contestation au sens, le fait qu'on puisse désobéir. La légitimité est une autorité établie par la loi, donc elle vient d'en bas, de nous, et protégée comme telle de la contestation, même si on peut, encore une fois, toujours critiquer cette autorité. Et donc le grand défi, c'est de penser que cette autorité et son but, c'est très simple, c'est une autorité de service. Cette autorité vaut parce qu'elle fait grandir. Elle est augmentée, mais parce qu'elle augmente. Et c'est ça le test de la bonne autorité démocratique. J'avais déjà utilisé cette formule. La bonne autorité démocratique, c'est celle qui fait grandir à la fois que celui qui l'exerce et celui qui s'y soumet. C'est exactement pour un parent, c'est ça. On devient un bon parent, on devient un adulte quand on devient parent, enfin, même si on n'a pas d'enfant, c'est pas le problème. C'est-à-dire qu'on s'occupe des autres. Et cette autorité qu'on a nous fait grandir, pourvu qu'elle fasse grandir aussi les enfants, les élèves, les collaborateurs.
dans une entreprise, c'est ça la bonne autorité qui fait grandir à la fois celui qui s'y soumet et celui qui l'exerce. C'est l'autorité démocratique, elle est très puissante, mais il faut que nous en ayons conscience. Troisième idée, alors c'est un côté un peu provocateur ici, mais il faut le faire, contre l'idée de désobéissance civile. Ma thèse personnelle, c'est qu'il faut repenser la citoyenneté comme obéissance. Ça ne veut pas dire soumission, ça ne veut pas dire ne pas critiquer, ça ne veut pas dire râler, ça ne veut pas dire... Non, obéissance, ça veut dire tout simplement que l'on peut obéir aux lois qu'on s'est fixées. Obéir, je le redis encore une fois, ce n'est pas se soumettre, c'est ob audire, c'est prêter l'oreille, c'est constater qu'il y a du réel, qu'il y a des autres, et que si on veut vivre avec les autres, il faut obéir à un certain nombre de règles. Ce qui, encore une fois, ne veut pas dire, pardon de la vulgarité, fermer sa gueule. Attention, on peut très bien obéir et l'ouvrir. C'est deux choses possibles, et d'ailleurs, pas moi qui le dis, c'est le philosophe Kant qui le disait dans un fameux texte, mais il le disait de façon beaucoup plus élégante que moi, bien sûr, dans un fameux texte « Qu'est-ce que les Lumières ?» que je vous cite parce qu'il est fameux et, disons, devrait être l'évidence absolue. Il distinguait l'usage privé et l'usage public de la raison. L'usage public de la raison, c'est tout ce que j'ai le droit de dire dans l'espace public, si je ne suis pas d'accord, et un fonctionnaire a le droit de dire dans l'espace public, hormis le droit de réserve, bien sûr, s'il n'est pas d'accord sur tel ou tel sujet, sauf si ça engage sa mission propre particulière. Hein. Et il y a un usage privé de la raison. Cet usage privé de la raison, c'est, pour moi, et là, j'obéis. Donc, j'obéis en tant qu'organe d'une fonction, donc en tant que fonctionnaire, j'obéis. Voilà. Même si, en tant que membre de la collectivité citoyenne, je peux râler, dénoncer, critiquer, etc. Mais les deux sont bien couplés. Ils sont bien découplés, pardon. Voilà ce que dit Kant. Or, j'entends de tous côtés cet appel. Ne raisonnez pas. L'officier dit ne raisonnez pas, mais exécutez. Le conseiller au département du fisc dit ne raisonnez pas, mais payez. Le prêtre dit ne raisonnez pas, mais croyez. Un seul maître au monde dit raisonnez autant que vous voulez sur ce que vous voulez, mais obéissez. Et là, Kant fait allusion à Frédéric II, qu'il aime bien beaucoup, et qui, aux yeux de Kant, permet un espace public assez libre, pas complètement non plus, il ne faut pas exagérer, et en même temps exige des fonctionnaires prussiens qu'ils obéissent. Hein. Donc un espace public libre, vous faites ce que vous voulez dans l'espace public, mais comme fonctionnaire, vous obéissez. Ici, il y a partout limitation de la liberté. Mais quelle limitation fait obstacle aux Lumières, se demande Kant. Donc qu'est-ce que les Lumières? Quel autre ne le fait pas? Je réponds. L'usage public de sa raison doit être toujours libre, et il est seul à pouvoir apporter les lumières parmi les hommes. Donc, dans l'espace public, je dis ce que je veux. Mais son usage privé peut souvent être très étroitement limité, sans pour autant entraver le progrès des lumières. Usage privé de la raison, j'obéis. Privé, ce n'est pas ma conviction personnelle, hein, c'est en tant que membre d'un organe en tant que fonctionnaire, par exemple. Le privé, c'est au sens de la vie professionnelle. Voilà, là, j'obéis. Si je suis soldat, j'obéis. Voilà. Bon, c'est pas, je vais pas... Après, je peux, en tant que soldat, dire dans l'espace public, voilà ce que je pense. Voilà. Mais j'obéis. J'obéis aux ordres. Voilà. Et je peux dire que les ordres, après, me paraissent contestables. Mais j'y obéis. Voilà donc cette distinction entre usage public et usage privé, qui est une distinction, effectivement, tout à fait importante. C'est le troisième élément. Donc, je résume les trois éléments jusqu'à présent. Donc, bien comprendre le dilemme entre un État protecteur des libertés et État menace pour la liberté. Redéfinir l'autorité démocratique, comprendre ce qu'elle signifie profondément et sa légitimité. Un pouvoir est légitime, quelle que soit l'élection, les petites élections à 2%, à 0,1%, un pouvoir est légitime dès lors qu'il est majoritaire. Voilà, c'est comme ça, c'est la règle du jeu. Il n'y a pas si un ballon de foot traverse de 1 mm la ligne de but, et ben, il y a but. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Il n'y a pas de. C'est la règle. C'est la règle du jeu. On l'accepte.
Donc c'est comme ça. Donc pas de mise en cause de la légitimité sous le prétexte que le chef d'État a des mauvais sondages ou que sais-je. Non, voilà, c'est comme ça. Voilà. Après, on peut le critiquer, mais pas remise en cause de la légitimité, ça, c'est illégitime, justement. Repenser la citoyenneté comme obéissance, c'est-à-dire précisément faire qu'il y a des décisions, ça permet la décision. La désobéissance civile interdit par définition la décision politique. Elle la conteste, elle la sape, elle la détruit. Elle détruit la dimension kratos de la démocratie. Donc la désobéissance civile est un danger pour la démocratie. Je pèse mes mots, c'est un danger pour la démocratie. Et ceux qui en font un hommage à la démocratie me paraissent totalement aller dans le rebours. C'est extrêmement périlleux. C'est vraiment le péril absolu. Quatrième élément, je termine d'une façon un peu plus légère. Il me paraît très intéressant de pouvoir déployer ce qu'on peut appeler la pédagogie du pouvoir. C'est ce qui permet de réconcilier la démocratie avec sa décision. Les démocrates, les citoyens des démocraties avec la décision, c'est-à-dire qu'on comprenne ce qu'est la prise de décision démocratique. Et de ce point de vue-là, je trouve que on peut être assez optimiste. Un style qui passionne les citoyens des démocraties, c'est effectivement ces fictions politiques qu'on voit dans les séries, dans les films. Alors, je ne sais pas, je vais citer quelques films qui m'ont particulièrement plu. Il y a le Churchill, les heures sombres, le Lincoln, sur le moment où il a fallu faire passer l'amendement sur l'esclavage. Mais on peut citer le Baron Noir, la Maison Blanche, qui était le West Wing, la formidable série inaugurale sur les vies politiques. Formidable série, extrêmement intéressante, enfin mieux que n'importe quel manuel constitutionnel américain. House of Cards, dans un genre un peu plus tordu. Donc, cette passion du public, de nous, voilà, des gens, à l'égard justement de ce qui caractérise la décision politique, sans tomber dans deux discours antagonistes qu'il faut, me semble-t-il, éviter. Le discours d'admiration, c'est-à-dire le grand homme qui décide, qui sait tout, qui voit tout, toute puissance. Ce qui me frappe dans les deux films Lincoln et Churchill, c'est que justement les deux sont à deux doigts de prendre la mauvaise décision. Enfin, on a là une dimension tragique et dramatique extrêmement intense. Donc, première difficulté à éviter, c'est l'exercice d'admiration. Les gens sont formidables, et voilà, sans aspérité. Donc là, bon. Et deuxième exercice, l'exercice paranoïaque, tous des pourris. Tous des génies, tous des pourris. Voilà. Et donc, ce qui m'intéresse dans toutes ces séries, c'est qu'on pense entre les deux. On montre la prise de décision entre les deux, ni tous des génies, ni tous des pourris, mais des décisions qui se construisent, qui s'élaborent. Et lorsque le citoyen sera à même, comme nous l'apprenons progressivement, de comprendre la difficulté de la décision démocratique, d'accepter, eh bien, je crois qu'on aura basculé dans une démocratie adulte. Il faudrait, à titre idéal, que tous les citoyens se posent, moi, ce que j'appelle la question d'Aaron. La question d'Aaron, c'est cette question qu'il raconte dans ses mémoires et qui m'a constitué, pour moi, dans mon esprit, toujours une sorte de fil conducteur de l'analyse politique. Aaron était nous sommes dans les années 30, en 36 ou 37, le nazisme est arrivé au pouvoir, ou va arriver, non pas, pardon, un tout petit peu avant, 30-35. Aaron est en Allemagne à l'époque, et il voit avec beaucoup d'effroi le nazisme monter au pouvoir, et puis lors d'un séjour en France, à son retour, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères le convoque dans son bureau pour lui demander, voilà, vous venez d'Allemagne, racontez-nous un petit peu ce qui se passe, et voilà. Et donc Aaron, très honnêtement, raconte qu'il a fait un exposé très brillant de la situation en Allemagne, mais voilà, un peu normalien, quoi, un peu brillant, avec oui, la couche de brillant dessus. Et le sous-secrétaire l'écoute avec beaucoup d'attention, et puis à un moment donné, un peu comment dire, caustique. S'adresse à lui, il dit, ok, magnifique exposé de la situation, brillantissime. Maintenant, j'ai une seule question à vous poser. Si vous étiez à la place d'Édouard Herriot, qui était président du Conseil, à l'époque, que feriez-vous? Et là, Aaron dit,
les bras m'en sont tombés, je crois que j'ai bafouillé 2, 3 choses, j'étais incapable. J'avais construit une magnifique cathédrale théorique, mais qui ne débouchait sur aucune considération pratique. J'en ai déduit, dit-il, cette ligne de conduite en termes d'analyse politique, toujours me dire qu'est-ce que je ferais si j'étais à la place d'eux. Quel type de décision je prendrais si j'étais à la place du gouvernement. Alors on peut dire que ce n'est pas honnête, c'est que chacun a son rôle, l'intellectuel critique et le politique décide, mais je pense qu'il vaut mieux que l'intellectuel pense comme s'il devait décider, et puis aussi accessoirement, que le politique décide comme s'il devait penser.